Bonjour et bienvenue dans l'invité, émission de Canal 3 Monde. Nous allons parler de démocratie, de terre de paix et du quartier latin d'Afrique, le Bénin. Monsieur de Souza, merci d'être sur ce plateau. Que se passe-t-il au quartier latin d'Afrique? Je tiens tout d'abord à préciser que les controverses sont le signe de la vitalité de la démocratie béninoise. Et qu'il n'y a pas, s'il y a controverse, c'est bien parce qu'on permet à chacun de s'exprimer et de dire exactement ce qu'on pense. Donc les acteurs politiques ont la liberté de s'exprimer et c'est un point important pour notre démocratie. Alors, je voudrais tout d'abord vous préciser que avant le 13 mars, il y a eu 2 reports successifs. Et pendant cette période, pendant les reports, il y avait tant d'angoisse, d'inquiétude et même d'agressivité. Mais le 13, c'est quoi comme enchantement? Il y a eu le calme. Le calme et la paix. Bizarrement, les Béninois ont voté sans qu'il y ait un incident majeur. Certes, on a évoqué qu'il y a eu des ratés au cours du scrutin. Mais il faut voir les femmes qui devaient avoir les enfants au dos, les hommes, s'aligner pendant 3 heures, 4 heures pour aller voter, mais dans le calme total. Et à l'issue du dépouillement, un procès verbal signé de l'ensemble des délégués présents a été signé. C'est sur la base donc, de ce procès verbal que chaque état-major concernant les différents candidats a eu à compiler les différents chiffres. Et donc, ce n'est pas au hasard les chiffres que nous recevons. Nous avons les mêmes chiffres, aussi bien en ce qui concerne l'opposition, nos amis d'en face, que la mouvance présidentielle. Et nous savons tous faire des additions. Donc, c'est en faisant ces additions que 2 jours après le vote, c'est-à-dire le 15, nous avions dépouillé 40% des résultats. Et au bout des 40%, nous avions annoncé qu'il y avait une tendance qui se dessinait, qui était de l'ordre de 55,8%. Je l'ai précisé. Monsieur de Souza, vous êtes en train de dire que nous annoncions, mais la structure chargée d'annoncer des tendances provisoires, c'est bien la Sénat, si je me trompe. C'est bien la Sénat, mais vous annoncez les résultats, vous annoncez les tendances de votre parti 2 jours avant la Sénat. Donc ce que vous annoncez ne sont pas des résultats provisoires. Ce sont des tendances concernant votre candidat. Je vais vous le préciser. La Constitution précise que c'est la Sénat qui donne les grandes tendances. Tout à fait. Et que le Conseil constitutionnel. C'est la Cour constitutionnelle. Nous n'avons pas de Conseil constitutionnel, nous avons la Cour constitutionnelle. Doit donner d'abord les résultats provisoires, sur la base de ce donner 5 jours pour les contestations, le contentieux, et enfin donner les résultats définitifs. Mais les états-majors peuvent annoncer leurs chiffres pourvu qu'ils donnent l'origine de ces chiffres. Tout à fait. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes exprimés en disant que nous sommes à 40%, que ces chiffres sont évolutifs, mais que le chaos est attendu. Donc nous n'avons pas outrepassé les règles comportant l'organisation des élections au Bénin. Alors, vous annoncez vos tendances, vous avez parlé de paix, de démocratie. Vous annoncez vos tendances et en même temps, vous contre-annoncez, je vais dire que la paix, en disant le chaos est attendu. Mais de quel chaos vous parlez, M. de Souza? Non, quand nous parlons de chaos, ça veut dire que nous avons vu les performances venir de notre candidat. Et il faut dire qu'il y avait les prémices déjà. Les prémices. Les prémices de quoi? Les prémices de ces résultats. Vous savez, lorsque vous avez un candidat qui, pendant tout le quinquennat, a eu à mettre au point un certain nombre de projets. Je voudrais en citer essentiellement 3. Les microcrédits, par exemple. Voilà, je commence même par la gratuité de la césarienne. Vous ne pouvez pas savoir l'impact que cette gratuité a eu sur la gente féminine. Et donc, Yahi Boni avait décidé de ne plus laisser mourir nos sœurs et nos mères qui manquaient d'un peu de moyens sur la table d'accouchement. Et donc, lorsque vous venez et que c'est la césarienne, vous êtes pris en charge globalement. Cela a eu un impact très important. Et sur les hommes, et sur les femmes également qui en ont bénéficié. Parce que, généralement, vous le savez bien, c'est les hommes qui engagent les frais en ce qui concerne la santé. Et donc, du coup, ils sont libérés de ces frais-là. En général, M. de Souza, mais on a remarqué qu'en Afrique de l'Ouest, sur le plan économique, les femmes étaient très actives. Les femmes sont très actives, j'en viens. Ensuite, il y a eu la microfinance pour les plus pauvres. C'était la gente féminine. On avait ciblé 1 200 000 femmes qui devaient en bénéficier, 30 000 CFA. Et ça n'a l'air de rien du tout, mais c'est très important dans les zones rurales et parfois même dans les zones urbaines. Et donc, bénéficiant de ces ressources, ça permet à la femme d'entreprendre de petits commerces, tout petits commerces, avec lesquels il arrive à se réaliser et surtout à avoir la paix dans le foyer. Puisque quand elle n'avait pas l'argent, il fallait que l'homme décaisse.
Mais maintenant qu'il a la possibilité de s'exprimer, de pouvoir montrer de quoi il est capable, et ça libère l'homme et ça libère la femme également, ça lui permet de se réaliser. Environ 780 000 femmes ont bénéficié. Nous n'avons même pas pu couvrir l'ensemble des 1 200 000, mais cela a eu un impact très important sur la gente féminine. Troisième raison, il y a la gratuité de l'enseignement. Enseignement primaire, enseignement secondaire et enseignement secondaire 6e et 5e pour les femmes, pour les filles. Alors, enseignement maternel et enseignement primaire gratuit et enseignement secondaire 6e et 5e pour le moment pour les filles. L'année prochaine, on passera certainement à 4e et 3e. C'est vrai, le bilan du président sortant, il est à la fois à charge et à décharge. Par exemple, on lui reproche de s'être coupé de l'intelligentsia de Cotonou, d'être proche du peuple et de s'être coupé de l'intelligentsia de Cotonou. Ça, c'est des choses incontestables. Mais ce que l'on conteste un tout petit peu, c'est le fait que, ça ne faut pas le nier, il y a une double fonction qui est la vôtre, celle à la fois de porte-parole là, et celle aussi d'être le beau-frère du président sortant. C'est à ce niveau qu'on n'a pas très bien, qu'on n'a pas compris que vous preniez la décision d'annoncer des chiffres de votre camp et que dans le même temps, vous considériez que ces chiffres-là étaient des chiffres nationaux et qu'il n'y avait pas lieu d'attendre un second tour. Pourquoi? Non, nous n'avions jamais considéré que c'était des chiffres nationaux. Je vous reprends là-dessus. C'est juste des tendances, puisque chaque camp compilait ces chiffres. Alors, nous avons fait des additions. Mais lorsqu'il arrive à un camp, de temps en temps, de faire des soustractions, surtout qu'ils sont des zones telles que le Borgo, la Takora, la Libori et la Donga, où on tombe sur des chiffres, on fait des soustractions pour aboutir à des taux qui vous permettent de rester dans l'illusion de dire que vous avez gagné, mais libre à cette personne. Mais nous savions que la Sénat veillait au grain et que la Cour constitutionnelle donnera les chiffres. Mais en attendant, il était de bon ton qu'on puisse annoncer les tendances. Même dans les pays européens, en France et ailleurs, on annonce. Et la Constitution le prévoit, pourvu que vous donnez l'origine de vos chiffres. Ensuite, vous êtes revenu sur le fait que le bilan. Mais Yahi Boni a eu l'idée de faire l'obligation de compte rendu, l'obligation de résultat, de compte rendu et de restitution de compte. Nous n'avons jamais vu ça au Bénin. Au bout de 5 ans, il dit voilà ce que j'ai pu faire. Il a pu toucher tous les secteurs et il rend compte au peuple de son mandat. Et donc, c'est signe d'humilité, signe d'efficacité, et c'est ça qui a amené la population à voter utile. Je voudrais revenir sur ces histoires d'élections. Comment vous expliquez qu'au niveau de la commission électorale autonome, le président ne se soit pas mis d'accord avec l'ensemble des membres? Le président s'est enfermé dans ses bureaux pour donner une tendance alors qu'il ne s'était pas entendu au sein de la commission, et les membres de la commission, d'une façon disparate, ont fait des déclarations en criant au hold-up de la démocratie. Quelle explication vous apportez à cela? Vous n'avez pas la bonne information. Je voudrais rectifier. Quelle était Pour comprendre ce qui s'est passé à la Sénat, il faut voir la composition. Alors, et donc, à un moment donné, il y avait 2 équipes qui, concomitamment, compilaient les chiffres pour le compte de la Sénat. Une équipe qui, certainement, soutenait la mouvance, et l'autre, bien que ces équipes aient été retenues pour des critères bien définis, ces 2 équipes sont arrivées à peu près au même résultat, les mêmes tendances qui se dessinaient. Alors, ayant vu les résultats, le président a convoqué une plénière. 8 heures, on dit non, 9 heures, 9 heures, 10 heures, 10 heures, 11 heures. Jusqu'à 17 heures, il a compris que les membres qui représentaient l'opposition ne voulaient pas faire la plénière. Or, nous étions arrivés à un moment où nous avons un délai à respecter. La Sénat avait prévu de donner les résultats le mercredi, mais c'est le jeudi que le président a dit, bon, maintenant, je vais prononcer les résultats. Alors, l'un des membres a empêché le président à donner ses résultats. C'est là qu'il s'est rendu dans son bureau et devant la presse, il a sorti ses résultats. Quel est ce membre qui... Non, c'est le président de la Sénat et c'est lui qui, statutairement, est habilité à le faire. Donc, c'est M. Nyolofon Joseph. Et qui le connaît, c'est d'une certaine rigueur. C'est un magistrat de formation et qui ne se laisse pas faire. Et quel est le membre qui a empêché à M. Nyolofon de... Permettez-moi de faire taire son nom, parce que ce n'est pas la peine, ce n'est pas le moment de jeter des flèches. Au contraire, c'est le moment d'aller vers l'apaisement, vers l'entente, vers le calme. Voilà. Alors, nous allons aller vers le calme. Il se connaît. Tout à fait. Nous allons aller Ensuite, je voudrais vous répondre. Chaque fois, on revient en disant « Oui, c'est le beau-frère ». Le beau-frère n'est pas un citoyen, il n'a pas droit à la parole. Le seul fait que le chef de l'État ait épousé ma sœur alors que nous étions des amis, est-ce que c'est le plus grand péché du monde que j'ai commis? Ce n'est pas ce qu'on dit. Je voudrais qu'on puisse me répondre. Mais lorsqu'il s'agit de compétences, je voudrais dire que c'est sur concours que j'ai été recruté.
J'ai été directeur central de la BCEAO, directeur national. J'ai mené une carrière sans bavure. Au contraire, j'ai toujours été félicité. Et je ne souhaite pas qu'on continue à trouver des allégations, trouver des motifs. Enfin, c'est de bonne guerre. On cherche toujours des éléments pour casser l'autre, etc. Ce n'est pas bien. Un citoyen, c'est un citoyen. J'ai droit à la parole, j'ai droit à me prononcer. Je me suis prononcé. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi. Le peuple s'est prononcé. La compétition est terminée. On a voté. Le peuple s'est exprimé. Et s'est exprimé utile. Donc, voilà ce que je voudrais vous dire. Et donc, tout le reste, vraiment, je pense que c'est des manœuvres politiciennes. On essaye de justifier ce qui n'est pas justifiable, et ainsi de suite. Donc, voilà, je tenais à rectifier ceci. Alors, c'est dit, c'est fait. On peut dire, la messe est dite aujourd'hui au Bénin, et demain, il faut gouverner. Il faut gouverner avec tout le monde. On sait que le président Tony Yahya tient aux règles qui sont liberté, égalité, fraternité. Dans le cadre de la fraternité, il faudra travailler avec l'opposition. Est-ce qu'à ce stade des choses, et on va finir là-dessus, il y a des appels de phare au niveau de l'opposition pour qu'ils travaillent ensemble et établissent un gouvernement d'union nationale? Oui, je voudrais souligner que le président Yahya Boni a toujours été contre l'exclusion. Et pendant tout son quinquennat, il avait la main tendue, à l'écoute des acteurs politiques. Mais cette main tendue est restée sans qu'on ne la prenne. Alors, cette fois-ci encore, il est prêt au dialogue. Et donc, il tend la main vers les acteurs politiques, libres à eux de vouloir répondre. Mais ce que nous souhaitons, c'est un appel que nous lançons. La compétition est terminée. Lorsqu'il y a une compétition, il y a toujours un perdant, un gagnant et puis des perdants. Alors, que les perdants sachent que le peuple s'est exprimé et que nous devons respecter le verdict des urnes. Ne pas le respecter, cela relève du fait qu'on veut bafouer cette volonté qui s'est exprimée. En cherchant des arguties, je ne voudrais pas revenir dessus, mais il est bon que lorsque le peuple s'est exprimé, qu'on tienne compte. Alors, d'un côté, ça a été un plébiscite pour Yahya Boni, et de l'autre côté, ça a été une sorte de vote sanction. Et je voudrais lancer un petit appel, si vous le permettez. Un appel d'abord à la mouvance. Dire que les amis de Yahya, les fans de Yahya, nous avons gagné, mais pas de triomphalisme. Nous sommes une nation. Nous avons de commun un patrimoine qui s'appelle le Bénin. Donc, il nous faudrait que nous puissions nous calmer et que nous sachions qu'avant les élections ou après les élections, nous sommes des frères. Cette fraternité-là doit aller au-dessus de tout, que le calme puisse régner et que désormais nous puissions rester ensemble, que la cohésion sociale ne soit pas rompue. Le fait de voir des députés avec des bidons d'essence en main en train de manifester, ça n'honore pas notre démocratie. Ce n'est pas bien. Donc je leur fais appel donc à l'opposition pour savoir que lorsqu'il y a une compétition, il y a toujours un gagnant et puis des perdants. Ceux qui ont perdu, qu'ils aillent examiner et décrypter les raisons pour lesquelles ils ont échoué. Et puis qu'ils reviennent une autre fois. Ils ont perdu en 2011, ils peuvent gagner en 2016, ils peuvent gagner en 2021. Mais évitons de brandir des arguments tels que c'est pour le fil du terroir qu'on doit voter. Non, le peuple a besoin de solutions audacieuses qui sortent des sentiers battus pour sortir donc notre peuple et notre jeunesse. Sortir notre jeunesse surtout des sentiers battus. Et en fin de compte, il faut que nous puissions rassurer notre population, faire rêver la jeunesse et ensuite aller toujours plus loin pour que le bien-être de nos populations soit le leitmotiv numéro 1. Je vous remercie.